puis sur le central. Et puis comme il se trouve que sur le cours Philippe Chatrier, il se trouve qu'on a joué sur le cours Philippe Chatrier pour la première fois pendant l'épreuve de Roland-Garros. Donc on commence à rêver, et c'est un cours, je pense, dont on pourra dire qu'on le connaîtra très bien en 2024. Ouais, je rêve de notre pays, de sa beauté, et d'accueillir le monde entier, j'ai envie de dire, chez nous, avec fierté. Bonjour, je m'appelle Stéphane Houdet. Je ne suis pas le plus jeune des athlètes que vous avez rencontrés, mais je suis un ancien vétérinaire, un mauvais motard qui s'est retrouvé à jouer et à pratiquer le tennis en fauteuil roulant. Et dans cette discipline, je suis actuellement le numéro 5 mondial. J'ai déjà occupé la première place, à la fois en simple et en double. J'ai remporté 4 titres du Grand Chelem en simple, dont 2 fois Roland-Garros et 2 fois l'US Open. Et sinon 19 autres en double. Je suis triple champion paralympique dans l'épreuve du double messieurs, et j'étais le porte-drapeau en binôme avec Sandrine Martinet de la délégation française aux Jeux de Tokyo très récemment. À l'époque où j'étais vétérinaire en exercice, j'ai été formé sur les petits animaux, et assez rapidement j'ai voulu découvrir l'univers des fermes et des grands animaux. Donc je suis parti travailler dans le Charolais, et ça s'est tellement bien passé avec le vétérinaire pour lequel je travaillais qu'on a décidé de s'associer. Et pour célébrer cette future association, on a aussi décidé de faire le tour d'Europe des capitales à moto. Et assez rapidement, en fait, pendant le voyage en Autriche, j'ai doublé une voiture qui ne m'avait pas vu et qui s'est déportée au même moment sur la gauche pour doubler des vélos. Et j'ai touché la voiture qui arrivait en face au niveau de mon genou. J'ai absolument rien senti. Je me suis dit, mince, j'ai mon sac dans le dos qui a touché la voiture. J'ai freiné, je me suis arrêté 40-50 mètres plus loin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon sac, mais c'était ma jambe. C'était en août 1996, j'avais 25 ans. Et c'était le début d'un changement de vie professionnelle, puisque dans la foulée, je suis passé de vétérinaire pour les grands animaux à vétérinaire à nouveau pour les petits animaux. Et puis en même temps, le début d'une reconstruction personnelle qui passait pour moi aussi par une reconstruction sportive. La compétition a commencé d'abord par le bridge. Je me suis assis autour d'une table et j'ai joué aux cartes. J'ai joué au bridge parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire grand-chose. Puis par le golf, qui est une discipline que j'avais croisée quand j'étais à l'école vétérinaire de Nantes, mais que je ne pratiquais pas du tout en compétition. Et puis en jouant au golf, j'ai eu la chance incroyable de partager un parcours d'au moins 6 heures avec Johan Cruyff, le célèbre joueur de foot, et en se racontant nos vies. Je lui disais que ça faisait 2 ans que j'étais le numéro 1 en Europe de cette discipline et que je rêvais d'un circuit mondial. Et lui a eu cette idée de me dire, mais c'est une très belle idée, et c'est quelque chose que l'on devrait faire ensemble. Je vais te présenter mon directeur de fondation et on va travailler sur ce sujet. Il se trouve qu'en commençant à travailler avec la fondation Johan Cruyff, ils m'ont aussi très rapidement orienté vers un sport qu'ils soutenaient et qu'ils estimaient en termes d'organisation comme le plus abouti. Et par hasard, ils m'envoyaient voir du tennis en fauteuil roulant. Et comme le tennis, c'était mes premières amours, mon premier sport, celui pour lequel j'avais été plus jeune champion des Pays de la Loire, puisque j'ai grandi à Pornichet, et si j'ai fait mes études à Nantes, eh bien on jouait à des tournois dans les 5 départements, et le championnat des Pays de la Loire réunissait les 5 départements de cette région avant de nous qualifier pour les championnats de France et de jouer un peu partout. Et le premier jour où j'ai vu du tennis fauteuil, je me suis dit que c'était une magnifique activité, que le circuit était fantastique et qu'il fallait absolument que j'essaye. La seule différence, elle est liée au règlement, à savoir qu'on peut avoir un deuxième rebond
Maintenant, le tennis fauteuil a tellement évolué que s'il y a des années, les joueurs échangeaient la balle au deuxième rebond en attendant en gros que l'autre fasse la faute, aujourd'hui c'est comme le tennis moderne, c'est prendre la balle tôt et gagner du temps sur l'adversaire. En revanche, quand on utilise un engin roulant pour se déplacer, il faut conserver une vitesse. Donc le chemin le plus rapide sera parfois un chemin un peu plus long pour lequel on aura conservé la vitesse, comme en Formule 1, comme en ski. C'est un sport aussi de trajectoire. En fait, le tennis en fauteuil roulant, c'est de la Formule 1 associé à du tennis. C'est un sport mécanique avec du tennis. J'aime bien faire une boutade pour répondre à cette question en disant que mon meilleur souvenir sera celui à venir et de ne pas rester dans le passé. Il n'empêche que c'est vrai que j'ai vécu sur ces 4 Paralympiades des moments incroyables. Et le dernier en date, c'est aussi probablement celui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que nous n'étions pas favoris en double, nous étions deuxième en tête de série, et surtout le scénario du match qui a duré 3h25, et si on avait remporté le premier set, en fait derrière on s'est fâché avec mon partenaire, on s'est retrouvé malmené, tellement malmené qu'on perdait 6-0, 3-0, et après avoir remporté le premier set 7-5, ensuite on a laissé filer 9 jeux. Et de nombreuses personnes nous ont dit qu'un peu à la française, à la Fédé de la loose, on était bien parti pour être des Français losers, et que même si on avait brillé au premier set, c'était fini. Et en fait, petit à petit, on a remonté et on a joué un tie-break tout à fait incroyable qui se termine par une balle qui est jugée par l'arbitrage vidéo, même si j'avais senti, c'est un coup droit que je fais qui est décroisé et qui finit un tout petit peu avant la ligne. J'avais senti qu'il était à l'intérieur du court, mais c'est un moment magique. C'est l'image des jeux pour moi. C'était d'abord un immense témoignage de reconnaissance. Un témoignage de reconnaissance de la part de ma fédération, la Fédération française de tennis, qui avait proposé ma candidature. C'est pas moi qui me suis présenté, et je pense que pour ce poste, c'était important d'être sollicité par un tiers et de ne pas en faire la demande. Ensuite, ça a été un témoignage de reconnaissance de la part du Comité paralympique français qui a validé, accepté cette proposition et qui ensuite nous a donné des outils de communication parce que c'était un vote du public. Donc le troisième, c'est un témoignage de reconnaissance des Français qui ont bien voulu voter puisque c'était soumis à leur approbation. Donc c'était magique de se retrouver en binôme avec Sandrine Martinet devant la délégation française avec le drapeau parfois, mais en tout cas toujours derrière eux en soutien et avec beaucoup d'émotion pour toutes les médailles qui ont été remportées. La Marseillaise, c'est magique. Moi, ça fait partie des émotions que j'ai depuis tout petit, et quand je regarde les podiums, j'ai des larmes qui sont versées. Et quand je regarde, en revanche, en étant dessus, c'est vrai que comme c'est juste après l'épreuve, on a l'excitation de l'épreuve, on n'a peut-être pas la réalisation immédiate, mais en tout cas, on avait choisi un signe de salut, puisque nous étions impliqués avec le ministère des Armées, qui était notre employeur, en tout cas le mien à l'époque, où j'étais conseiller sport et handicap auprès du ministère des Armées. Je travaillais à un programme de reconstruction par le sport des blessés. Et ce salut était, pour les Jeux de Rio, une réponse au commissaire au sport militaire qui nous avait fait la surprise de venir voir la finale et qui était en tenue et qui nous avait dit si vous gagnez les gars, je vous saluerai au moment de la levée des couleurs. C'est une image qui est restée dans beaucoup d'endroits du monde, puisque c'est un salut que nous avons utilisé à la suite de nombreuses victoires, et on a fait saluer des ramasseurs de balles, un président de fédération, une ministre des Sports, plein de gens, et dans plein de pays, donc c'est assez magique. Il faut se qualifier dans le tableau messieurs, et en France, pour se qualifier dans le tableau messieurs, non seulement il faut être dans les 48 premiers joueurs du monde, mais il faut aussi être parmi les 4 premiers joueurs français, puisqu'on a suffisamment de joueurs aujourd'hui dans le classement mondial à l'intérieur des 48 pour que ce ne soit pas suffisant pour un Français. C'est-à-dire que dans les 48, on a peut-être 10 joueurs ou 8 joueurs, donc il faut être parmi les 4 premiers. La chance du tennis fauteuil, c'est que la dépense énergétique, elle est moindre. On joue assis,
Et ce qui consomme le plus d'énergie dans le sport, c'est l'utilisation des quadriceps. J'en ai pas besoin. Donc cette dimension-là, finalement, n'a pas d'empreinte temporelle dans la pratique du tennis fauteuil. Et de la même manière, quand j'ai fini de jouer, je me relève et je marche avec ma prothèse. Donc je repose mes membres supérieurs qui, eux, sont ceux qui pourraient être blessés quand on joue au tennis fauteuil, puisque certains, après le match, vont continuer à pousser leur fauteuil de ville et vont avoir des pathologies des membres supérieurs, ce qui n'est pas mon cas. Étant donné que le circuit est conséquent, qu'on joue à peu près 21 épreuves par an et des grandes épreuves, les épreuves du Grand Chelem, donc on est vraiment dans l'ambiance des jeux. Il y a une forme d'habitude à jouer des grandes épreuves qui va faire que, pour moi, les jeux sont une cerise sur le gâteau, mais la préparation est quasiment la même. Le circuit est complet, mais les dotations sur le circuit ne permettent pas de vivre. Donc il faut compléter. On a tous plus ou moins une casquette d'entrepreneur à côté, où effectivement il faut qu'on soit entouré par des partenaires et parfois même que l'on travaille. Je me suis engagé depuis mon retour des Jeux de Tokyo auprès d'une fondation qui milite en faveur de solutions autour du handicap et de la perte d'autonomie. Donc on a tous une activité connexe pour compléter et pour être en adéquation avec le budget que demande une saison avec 21 tournois partout dans le monde. Tout de suite là, je pense à la victoire de Clarisse avec Benenu aux Jeux de Tokyo, tout simplement parce que avec Samir Aït Saïd, avec Sandrine Martinet, Clarisse et moi-même, nous avions appris en même temps que nous allions être les porte-drapeaux. Nous avons eu une journée spéciale porte-drapeau et il y a une question qui revenait tout le temps, c'est une idée préconçue qui était qu'un porte-drapeau ne pouvait pas gagner parce qu'un porte-drapeau allait être cramé. Donc je savais que Teddy Riner l'avait fait et de voir Clarisse le faire 15 jours avant que je parte au jeu, c'était une sorte de confirmation et un plaisir immense en me disant bah voilà, c'est pas de l'exceptionnel, c'est pas de l'impossible, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait, mais c'est pas impossible, elle le prouve et donc je pourrais faire de même. La chance des joueurs de tennis, c'est d'avoir toujours une épreuve à venir et ma source de motivation, elle est autour de l'amélioration et du plaisir. Je prends énormément de plaisir à ce que je fais et j'aime beaucoup aussi chercher, donc je travaille sur un nouveau fauteuil, je suis très ouvert à des techniques d'entraînement, à des propositions, je travaille aussi avec le référent scientifique de la Fédération française de tennis, dès qu'il a une idée sur un test qu'on pourrait faire pour améliorer la vision, pour améliorer la concentration de l'attention. Il se trouve que j'ai aussi échangé avec le spécialiste de la concentration d'attention, qui est un chercheur de l'INSERM qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, où à chaque fois je vais chercher des informations aussi sur la manière de réfléchir. Je suis en perpétuel mouvement pour améliorer. Donc je pense que ça suffit à être une source de motivation. En tout cas pour moi c'est une source de plaisir et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours envie de continuer.